amis et bienvenue dans cette deuxième partie de la méthode Smart Training. La méthode qui vous permet de progresser sans forcément pouvoir beaucoup vous entraîner, en vous entraînant peu. L'intérêt de cette méthode, les piliers de cette méthode, c'est trouver des moyens de vous entraîner intelligemment pour avoir des résultats en ayant peu de temps d'entraînement ou peu de possibilités d'entraînement. Alors la première chose à utiliser, vous le savez, c'est tout l'objet des 5 étapes de la méthode Smart Training, c'est de mieux utiliser votre cerveau, les clés du mental qui vont vous permettre de pouvoir mieux vous entraîner d'une manière beaucoup plus efficace. La première des choses qu'on pourrait voir dans ce module, c'est une information. Savez-vous que plus de 50% des gens arrêtent leur bonne résolution sportive au bout de 3 semaines et 91% ont arrêté le sport au bout de 2 mois. Alors, dans quelle partie vous situez-vous? Eh bien, la plupart des gens, effectivement, s'entraînent beaucoup quand ils ont le moral, il fait beau dehors, ils ont plein de méthodes d'entraînement qu'on leur donne, ça les booste, etc. Et là, ils s'entraînent beaucoup. Et par contre, il y a des moments où ça va pas, ils ont des contraintes professionnelles, ils ont des emmerdes, il fait pas beau, etc. Et là, ils s'entraînent peu. Et en fait, leur entraînement, toute l'année, eh bien, c'est, si on faisait un graphique de leur heure d'entraînement, ils ont des périodes où ils s'entraînent énormément et des périodes où ils s'entraînent pas ou presque pas. Et ça, évidemment, c'est pas la clé d'un entraînement qui est performant. Tous les champions que je connais, quand on regarde leur cahier d'entraînement, leur suivi d'entraînement, eh bien, il y a une ligne assez constante toute l'année avec des périodes de récupération, mais le volume est en progression assez constante, mais équilibré toute l'année. Autre chose, qui pensez-vous qui sera le plus en forme à la fin de l'année? Quelqu'un qui, par exemple, fait 20 pompes par jour tous les matins, d'accord? Non, 20 pompes par jour, notons, allez, 3 fois par semaine seulement, ok? Et puis, bon, une fois que les 20 pompes sont à l'aise, on va dire que chaque mois, il augmente de 10 pompes. Donc à la fin du mois suivant, il fait 30 pompes, et puis 40, et on va dire qu'à la fin de l'année, il est capable de faire 100 ou 120 pompes en faisant des pompes 3 fois par semaine, 20 pompes, d'accord? Et de l'autre côté, eh bien, quelqu'un qui prendrait un abonnement à une salle de gym, en général à l'année, pendant les 3 premières semaines, il s'entraîne tous les jours 1 heure ou 2 heures, d'accord, comme un fou pendant 3 semaines. Au bout de 3 semaines, il est super fort, super costaud, etc. Mais comme font plus de 50% des gens, il arrête. À la fin de l'année, à votre avis, lequel des deux sera plus en forme? Évidemment, celui qui s'est entraîné constamment toute l'année, et puis qui surtout, les dernières semaines, il s'est aussi entraîné, il s'est entraîné tout le temps. Alors celui qui s'est entraîné 3 semaines à fond, eh bien lui, 1 an après, il aura perdu toutes ses qualités. Alors, j'enfonce des portes ouvertes sûrement, mais ces portes ouvertes, il faut les avoir à l'esprit. La clé du succès de votre entraînement, c'est même pas la qualité de votre entraînement, c'est même pas la qualité de l'entraîneur qui vous donne l'entraînement, et c'est même pas la qualité des exercices que vous faites. La clé du succès de votre entraînement, eh bien, c'est d'être motivé régulièrement toute l'année. C'est ce que nous allons voir dans ce module, dans cette deuxième vidéo, un outil, une clé de la motivation assez peu connue et qui vous permettra d'avoir une motivation plus équilibrée, d'accord, moins en montagne russe, mais plus équilibrée tout le long de l'année pour vous donner envie de vous entraîner quand vous allez peut-être regarder le temps pour vous trouver des bonnes excuses. Non, tac, vous aurez cette envie-là. Alors le premier élément dont vous devez être vigilant quand vous définissez vos objectifs et votre entraînement, c'est de bien être dans votre zone d'influence. Est-ce que l'objectif que je me donne ne dépend que de moi? Ça paraît tout bête, mais vous savez, la plupart des gens passent leur temps et leur énergie à se consacrer à des choses sur lesquelles ils n'ont pas d'influence. On dit leurs préoccupations. Ah, par exemple, si en ce moment j'ai pas assez de clients, c'est à cause de la crise mondiale, c'est à cause du gouvernement, c'est à cause de mes concurrents ou à cause des clients qui n'y comprennent rien. Alors, bien sûr, on voudrait avoir inventé la télécommande à changer les autres, mais je vais vous faire une révélation, elle n'existe pas parce que sinon, celui qui l'aurait inventé, serait millionnaire en demandant à tout le monde d'acheter sa télécommande. D'accord?
elle n'existe pas. Par contre, pendant que je consacre tout ce temps-là à critiquer la politique mondiale, le gouvernement, les concurrents, les clients, etc., eh bien, je ne consacre pas cette énergie et ce temps à me remettre en question, moi, à changer ma façon de vendre, à améliorer mes produits, à mieux écouter ce que veulent mes clients pour leur apporter des choses meilleures, à faire des facilités de paiement, etc., etc., enfin, à développer, à innover en permanence. Résultat, eh bien, au bout d'un moment, je perds des clients et donc, quelque part, je perds de la zone d'influence. Si à l'inverse, j'améliore ma façon de vendre, je fais de nouveaux produits, etc., eh bien, j'augmente mon chiffre d'affaires, j'augmente mon nombre de clients, il y a peut-être des gens qui vont venir me demander comment je fais, et là, j'augmente ma zone d'influence. Donc, cette stratégie de la zone d'influence, je vous invite à en prendre garde, et je reviens sur le module numéro 1, relisez-le et retravaillez-le s'il faut, pour que votre objectif soit bien sur votre zone d'influence. Pourquoi? Eh bien, écoutez, j'ai des clients, d'accord, je vais prendre le cas d'Alain par exemple, ok, qui, Alain était un très bon cycliste, mais chaque fois qu'il faisait une course, eh bien, il trouvait qu'il n'avait pas fait beau, il y avait eu du vent, qu'il n'était pas favorable, dans la course, ça n'avait pas bougé comme il fallait, il y en a un qui l'avait gêné, sa femme l'avait empêché de s'entraîner comme il faut, son entraîneur l'avait empêché de s'alimenter comme il faut. Bref, c'était jamais de sa faute, ok? Alors, bon, à court terme, ça rassure, ça fait du bien, ok? Mais si vous voulez progresser, c'est une des caractéristiques de tous les gens que je connais dans le vélo. J'ai eu la chance de côtoyer dans les années 80 Greg LeMond, plus récemment je vous ai parlé aussi de Miguel Martinez, de Rudy Mollard, etc. Tous ces grands champions dans le vélo et dans d'autres sports aussi que je connais, comme Franck Exposito, Luc Alphand, Edgar Popiron, etc. Eh bien, ce qui les caractérise, c'est que c'est des gens, dans le succès comme dans l'échec, ils vont toujours aller analyser qu'est-ce qui ne dépend que d'eux. Ok, j'ai échoué, mais qu'est-ce que j'ai fait dans ma préparation avant, pendant la course, dans mes choix de braquer, dans ma façon de gérer ma course, qui a merdé et qu'est-ce que je dois modifier. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait le module 1, vous avez dû définir précisément votre objectif, la course cible, et dans cette course cible, vous devez déterminer la qualité cycliste que vous voulez améliorer et développer. Est-ce que c'est de la force? Est-ce que c'est de la vélocité? Est-ce que c'est de la puissance? Est-ce que c'est de l'endurance? Développez ça, parce que dans une course, ça ne dépend que de vous. Effectivement, les conditions de course ne dépendent pas que de vous. Il peut y avoir une attaque, ou du vent, ou une chute, ou quelque chose qui ne dépend pas de vous. Ça, vous ne pouvez pas agir, mais vous pouvez, sur votre entraînement, vous concentrer sur la qualité que vous allez développer et qui ne dépend absolument que de vous. Donc, stoppez la vidéo, reprenez le module 1 s'il le faut, et retravaillez quelle est la qualité que vous voulez améliorer, développer. Et si c'est la force, par exemple, eh bien, on va voir maintenant comment définir quelque chose de quantifiable et mesurable. Si c'est l'endurance, pareil, si c'est la puissance, pareil, etc., pour pouvoir progresser. Voilà, maintenant que c'est bien défini, on va voir comment un des leviers de motivation pour être motivé, créatif tout au long de l'année, pour trouver des idées, eh bien, c'est d'entretenir votre focus. D'accord? Un focus, c'est précis sur quelque chose. Je crois que je l'ai déjà dit, si vous mettez une feuille au soleil, il faudra qu'elle reste des mois et des mois et des mois et des mois pour modifier son apparence, pour être usée, abîmée par le soleil. Mais si vous mettez une loupe qui va concentrer l'énergie du soleil sur un endroit, eh bien elle va le brûler en quelques secondes. Vous imaginez l'écart entre quelques secondes ou des mois? Eh bien le focus c'est la même chose. Si vous décidez de progresser cette année sur un point, un seul point précis, vous allez marquer une différence énorme dont il vous faudrait normalement des années et des années de travail si votre entraînement est un peu dans tous les sens. Si vous travaillez un peu toutes les qualités en même temps, tout le temps, ben c'est comme si vous mettiez une feuille devant le soleil en espérant qu'elle brûle ou elle se modifie. Vous risquez d'attendre très longtemps avant qu'elle se détruise. Si vous mettez une loupe, le focus va faire que vous allez obtenir des résultats rapides. Donc, travaillez ce focus sur quelle qualité physique je veux m'améliorer et me développer, et on va le préciser jusqu'à quelque chose de quantifiable. En développant votre focus, vous allez augmenter votre motivation, vous allez saisir des opportunités que vous ne voyez pas avant, vous allez avoir des idées et de la créativité
que vous n'auriez pas si vous n'aviez pas défini avec précision cette qualité. Enfin, on va utiliser un GPS. Notre ordinateur, notre cerveau, c'est comme un GPS. Un GPS peut vous amener où vous voulez à condition que vous lui dites où vous êtes et que vous lui définissez avec précision où vous voulez aller. Si vous dites à votre super voiture, je veux aller à Marseille, ben, elle ne va pas démarrer parce qu'elle a besoin de savoir à Marseille quelle rue, quel numéro de rue, etc. pour pouvoir focuser. Et pour pouvoir vous donner la trajectoire, il faut que vous fassiez un point de départ. Autrement dit, nous allons faire un test sur l'élément que vous avez choisi, d'accord? On va faire un test qui va vous permettre de mesurer de manière quantitative et objective votre progression. Parce que c'est la clé de la motivation. La clé que je vous enseigne aujourd'hui, c'est que la pulsion de progression est la pulsion la plus puissante après la pulsion sexuelle. Il faut savoir nos pulsions irrésistibles. Imaginez quand vous avez des pulsions de manger du chocolat, de regarder la télé alors vous devez faire autre chose, vous ne pouvez pas vous empêcher de faire quelque chose. Et bien, ce sont des pulsions extrêmement fortes en termes de motivation. Imaginez que vous puissiez utiliser ces pulsions à vous donner envie une envie irrésistible de vous entraîner. Eh bien, sachez que donc la deuxième pulsion la plus puissante après la pulsion sexuelle, qui vient de notre besoin archaïque de nous reproduire en fait, eh bien, c'est la pulsion de progresser, avoir le sentiment qu'on évolue. Tout simplement pourquoi? Parce que ce qui n'évolue pas meurt. Donc, on a un réglage dans notre cerveau de devoir progresser, avoir envie de progresser en permanence pour évoluer. Et ça nous donne, notre organisme a prévu des pulsions assez fortes. Ça veut dire quoi? Comment on peut utiliser ce levier de motivation dans le vélo? Eh bien, ça va être très simple. Ça va être de voir de manière concrète et qualitative, d'accord, quantitative, pardon, de voir votre progression. Si vous imaginez votre progression, si vous sentez que vous allez mieux, c'est bien sur le moment, ça vous fait du bien, mais ça ne vous crée pas une motivation à long terme. Donc, on va voir comment utiliser cette pulsion de progression, ce focus, pour démultiplier votre motivation de manière à créer presque une envie irrésistible d'aller vous entraîner. Bien, alors maintenant, voici la recette de la meilleure cyclosportive pour déclencher une envie irrésistible de vous entraîner. D'accord? La première des choses, c'est de définir un objectif quantifiable et mesurable. Ce qui mesure se réalise, ce qui ne se mesure pas reste des vœux pieux. Donc, je vais vous demander, maintenant que vous avez choisi une qualité particulière, de définir quelque chose de quantitatif. Par exemple, si vous voulez développer votre force, c'est de pouvoir faire un test pour dire, tiens, aujourd'hui, je suis capable de faire 50 flexions, ok, après je suis fatigué. Ou alors, si je mets un poids de 10 kg contre moi ou sur une barre, j'en fais que 15. ok. Si c'est au niveau de l'endurance, comment je peux le quantifier, d'accord? On va voir ça ensemble tout à l'heure. Au niveau de la puissance, pareil. Donc, faire des choses qui se mesurent pour voir concrètement votre progression. Okay, en endurance, eh bien, je suis capable de mesurer mon endurance, bien sûr, au nombre de kilomètres que je parcours. Aujourd'hui, je fais une sortie de 100 bornes et après, je suis mort. Eh bien, demain, 120, 130, mon objectif, c'est d'arriver à 180. Ok, on va voir tout à l'heure, c'est pas facilement quantifiable, mais en tout cas, c'est quantifiable. Au niveau de ma puissance, soit j'ai un compteur qui mesure la puissance. Aujourd'hui, je peux gérer 300 watts sur une demi-heure. Demain, je veux gérer 360 watts, 350 watts, etc., etc. Toujours sur une demi-heure. Ou alors, je peux vouloir améliorer ma puissance maximum. Aujourd'hui, je suis à 1000 watts sur 10 secondes. Eh bien, je veux passer à 1500 ou à 2000 watts. Voilà. Ok. Trouver des choses qui soient quantifiables sur des indicateurs de base. Ça, c'est la clé numéro 1. Clé numéro 2, faites des tests qui soient simples, faciles et courts. Pourquoi? Pour pouvoir les faire chaque semaine. Ça paraît tout bête, mais si vous faites un test une fois par mois, vous allez pouvoir en tirer des leçons et poser des actions correctives 12 fois dans l'année. Mais si vous faites des tests toutes les semaines, vous allez pouvoir vous poser la question de dire cette semaine, comment je pourrais l'améliorer? Tiens, cette semaine, je stagne, qu'est-ce qui s'est passé, etc. Vous allez avoir une analyse beaucoup plus fine ou beaucoup plus précise.
Alors entre les deux, il y a peut-être tous les 15 jours, ou des fois vous pouvez faire toutes les semaines et puis des fois sauter une semaine, mais plus le test sera simple et facile, plus vous pourrez avoir d'occasion d'améliorer votre qualité cycliste que vous voulez améliorer. Donc moi, je vous conseille de faire des tests de moins de 5 minutes pour pouvoir mesurer l'évolution de votre indicateur. Alors maintenant, quel type de test vous pouvez faire? On va en voir pour les 4 grands indicateurs de base, bien sûr. Après, vous pouvez être innovant et voir d'autres choses ou laisser dans les commentaires juste en dessous vos idées. On pourra en échanger et en débattre, il n'y a pas de problème. Moi, les 4 qualités de base qu'on cherche à développer en général, c'est l'endurance, la vélocité, la force ou la puissance. Alors pour l'endurance, vous avez 2 tests qui sont très intéressants pour voir votre endurance en dehors du fait de voir le nombre de kilomètres que vous êtes capable de faire, mais on ne va pas se taper 180 km toutes les semaines. D'un coup, ça ne devient pas un indicateur de performance, mais ça devient un entraînement en lui-même. C'est un peu gênant. Par contre, vous avez le test de Ruffier-Dixon, d'accord? C'est un test, vous avez un lien juste en dessous sur un site qui est super et qui explique très bien comment faire le test de Ruffier-Dixon. Ça prend 30 secondes, vous prenez votre fréquence cardiaque juste avant, vous faites un test de flexion et vous prenez votre fréquence juste après. Vous faites un calcul qui est très simple et vous voyez l'évolution. Ne tombez pas dans la logique analytique de vouloir mais qu'est-ce que ça veut dire? Je suis à 5, je suis à 10, je suis à 2, je suis à 3. On s'en fout en fonction de votre âge, de votre style de vie, de votre gabarit, etc. L'analyse serait trop compliquée. Par contre, aujourd'hui, vous êtes à 8, demain, vous tombez à 6, eh bien, vous avez une amélioration, d'accord? Alors, je ne parle pas du jour au lendemain comme ça, ça représentera le fruit de votre travail. Deuxième indicateur sur l'endurance, c'est votre fréquence cardiaque de repos. Alors, c'est un indicateur un peu moins performant, mais qui est plus facile à mettre en œuvre, beaucoup plus simple. Eh bien, ça va être de prendre votre fréquence cardiaque de repos une fois par semaine, vous allongez 5 minutes, vous mettez votre cardio-fréquence-mètre et vous voyez tout de suite à la fréquence cardiaque à laquelle vous êtes après 5 minutes allongées. Vous pouvez également les prendre ici au cou ou au poignet. Prenez-le à ce moment-là que sur 10 secondes et vous multipliez par 6. C'est la méthode qui a le plus de fiabilité. Encore une fois, ce qu'on va regarder, c'est pas que vous soyez à 60, à 40 ou à 80. Ce qu'on va regarder, c'est l'évolution. Si votre fréquence cardiaque de repos diminue, ça veut dire que votre volume cardiaque et artériel augmente. Donc, eh bien, pour augmenter son volume, il faut faire de l'endurance. Donc, c'est un signe de aussi meilleure récupération parce que quand on a plus de volume, eh bien forcément, on se fatigue moins pour récupérer. Voilà ces 2 petits indicateurs qui sont quantifiables, mesurables, facilement, régulièrement. Maintenant, pour la force, je l'ai dit tout à l'heure, vous avez un exercice qui est très simple, d'accord? Ce sont des flexions, où vous savez que je pratique aussi les fentes avant, peu importe. Faites un exercice, une fois par semaine, un exercice test, un challenge, d'accord? Alors, encore une fois, l'idée c'est qu'il ne dépasse pas plus de 3 à 5 minutes, donc s'il faut, chargez-vous. Là, l'idée, c'est pas de faire 1000 flexions, c'est d'en faire dans un temps défini, à peu près toujours le même, sur 1 minute, sur 2 minutes, sur 3 minutes, combien je suis capable d'en faire, ok? Et après, je peux aussi charger ou pas, ok? Je peux me dire combien je peux en faire en 2 minutes, combien je peux faire de flexion, ça va me donner une idée de ma force, ok? C'est un peu de la puissance aussi, mais bon, disons que ça me donne une bonne idée de la force. C'est sûr que plus je charge avec du poids, avec 2 haltères ou avec une barre, plus je vais voir ma force. Et par exemple, en augmentant soit le poids, d'accord, soit le nombre de flexions que je suis capable de faire avec le même poids. C'est un bon indicateur. Je vais pouvoir voir chaque semaine si le poids augmente ou si le nombre de flexions que je suis capable de faire avec ce poids-là augmente. Ensuite, vous avez l'indicateur de la vélocité. Là, encore une fois, extrêmement simple. Vous pouvez faire soit évaluer votre vélocité maximum pour voir vraiment votre qualité de pédalage, votre souplesse. Donc, combien je suis capable de faire de tours de pédale par minute au maximum, d'accord? Donc, avec évidemment
un capteur de cadence de pédalage, vous essayez de voir à combien, si vous êtes à 170, 180, 190, 200, etc. Peut-être que vous partez que à 100 ou 110, et puis l'objectif, ça sera de progresser, d'arriver à un certain palier. Un autre indicateur de fréquence de pédalage, c'est celle que vous êtes capable de tenir sur 1 minute de manière constante, d'accord? Donc, c'est pas ni plus bas ni plus haut, c'est-à-dire par exemple, je me cale pendant 1 minute à 110, je suis capable de tenir 1 minute à 110. Ok, ça c'est mon point de départ, d'accord? Et puis mon GPS, après combien je vais aller? La semaine d'après, j'essaye de faire 115. Et si je suis capable de tenir 115, j'ai progressé. Ouais, non, je ne suis pas capable de tenir 1 minute à 115. Au bout de 40 secondes, je commençais à faire plus haut, plus bas, ma fréquence, elle était variable, d'accord? Donc là, c'est un autre indicateur qui est très intéressant, être capable de tenir pendant 1 minute la même cadence de pédalage. Bien sûr, vous pouvez vous mettre sur un parcours qui est constant, ça n'est que mieux. Enfin, le quatrième indicateur, c'est l'indicateur de puissance maximale aérobie, d'accord? Donc c'est un bon indicateur. L'idée, c'est de faire un test sur 3 ou 5 minutes, style contre la montre. Sur le plat, vous pouvez le faire en côte si vous voulez progresser de manière plus spécifique sur la côte, d'accord? Donc toujours la même côte, toujours la même distance, et voir quel est le temps que vous mettez. Et quand vous diminuez le temps, ça veut dire que votre puissance maximum sur un même parcours augmente. Okay? Donc faites un parcours entre 3 et 5 minutes, c'est le bon moyen de mesurer votre puissance maximale aérobie. C'est une prise indirecte, mais tout à fait fiable et tout à fait intéressante à analyser. Encore une fois, ce qu'on va regarder, c'est l'évolution. Donc maintenant, la clé numéro 3 de cette recette, justement, c'est de visualiser cette évolution. Une image vaut plus que 1000 mots. L'idée, ça va être de faire un graphique de votre évolution. C'est aussi simple que ça, mais cet outil de motivation est extrêmement puissant puisqu'il vous permet de visualiser votre progression. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la progression, c'est la deuxième pulsion de vie après la pulsion sexuelle, donc une pulsion extrêmement puissante. Si vous le visualisez sur un graphique, ça va être stimulant. Donc, chaque semaine, vous faites un graphique. Sur la ligne horizontale, vous mettez les semaines, les numéros de semaines, d'accord? Sur la ligne verticale, vous allez mettre l'évolution de votre indicateur, si c'est la force de l'endurance, votre fréquence cardiaque de repos, etc., etc. Et comme ça, vous allez voir chaque semaine votre évolution. Vous allez voir, c'est extrêmement stimulant quand c'est positif. Et puis quand elle baisse, c'est stimulant aussi, ça nous pousse à le faire. Maintenant, la clé numéro 4, c'est que cette courbe, vous n'allez pas l'enfermer dans un ordinateur ou dans un tiroir. Ça serait une vraie connerie. Attention, ça c'est un point extrêmement important qui fait que ça marche ou que ça marche pas. Il y a des gens qui me disent « je l'ai fait ton truc, ça marche pas ». Ah ouais, mais il est où? Il est dans un fin fond de mon ordinateur ou d'un tiroir. Ça ne sert à rien. Vous devez afficher ce graphique qui va vous permettre de le voir en permanence, consciemment ou inconsciemment, vous allez y passer devant. Mettez-le à un endroit où vous passez souvent devant pour que votre œil soit attiré, votre cerveau soit imprégné de cette courbe, de ce qui se passe. D'accord? Donc la clé, c'est de le tenir à jour régulièrement et de l'afficher dans vos toilettes, à côté du miroir de la salle de bain, sur le frigo, pourquoi pas, en face de votre bureau, dans la voiture. Bref, trouvez un endroit, ne le mettez pas dans un ordinateur. Moi, je vous conseille de prendre une feuille de papier millimétrée ou une feuille de papier à carreaux, d'accord? Et vous le faites à la main, c'est très bien. Le fait de prendre 2 minutes pour tracer la courbe, vous envoyez le message à votre cerveau que c'est important. Et après, vous allez visualiser facilement cette courbe et ça va être une source de motivation extraordinaire. Voilà les amis, l'exercice de la semaine pour passer à l'action, pas être dans le mental et juste dire « ouais c'est bien ces vidéos, c'est intéressant », on passe à l'action. Cette semaine, votre exercice de la semaine, c'est de définir votre objectif quantifiable et mesurable et de faire votre premier test. Voilà, faites votre premier test, c'est des flexions, c'est votre prise de cœur, c'est un exercice de vélocité, c'est un exercice de puissance chronométrée sur le terrain, bref. Faites votre premier test sur cet objectif, comme ça vous aurez votre point de départ, définissez votre objectif en point d'arrivée et après, chaque semaine, vous ferez le parcours en vous posant la question magique
de qu'est-ce que je pourrais faire cette semaine pour m'améliorer. Il y a des semaines où vous n'aurez pas d'idées, il y a des semaines où vous aurez des idées géniales, vous capterez des idées dans des magazines, sur internet, à la télévision, en écoutant des amis pour faire progresser votre force, ou votre puissance, ou votre vélocité. Ça vous donnera des idées, ça vous inspirera, ça vous motivera et tout au long de l'année, votre motivation, plutôt que de faire le yo-yo, elle sera constante et vous serez stimulé de manière irrésistible à vous entraîner. Mais pour ça, il faut passer à l'action tout de suite. Donc faites cet exercice cette semaine, vous définissez votre objectif, vous faites votre premier test, vous le mettez sur votre graphique et votre graphique, paf, vous l'affichez. Maintenant, les amis, action, c'est à vous de jouer et je vous retrouve très bientôt sur une prochaine vidéo de la meilleure cyclosportive, de la méthode Smart Training. À très bientôt.